Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé par rapport au stockage de ces palettes de laine de bois, à savoir est-ce qu'elles devaient être stockées à l'abri, parce que moi je les ai laissées dehors. On les avait bâchées encore en plus, mais en théorie elles sont faites pour être stockées telles que à l'extérieur. Il faut savoir que c'est une laine de bois qui est très résiliente. Je pense qu'elle est traitée avec un hydrofuge ou avec un produit pour pas les faire pourrir, hein. Ça peut pas être autrement. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas la preuve de ce que j'avance, mais de mon point de vue, il y a un produit là-dedans pour les empêcher de pourrir. Parce qu'on peut voir par exemple celle-là où il y a des trous dans le plastique et où il y a de la condensation à l'intérieur. Donc nécessairement, ça va venir quand même humidifier les palettes. Donc celles-là sont restées 2 ans à l'extérieur. Il y en a une, on a celle-là qui est abîmée sur le coin là. Donc on peut voir, la laine elle n'est pas détruite, elle n'est pas... Là je vais les passer, là n'est pas le problème. Et ici elle est abîmée aussi. Donc ça c'est lors du transport, hein, évidemment, quand ça passe d'un camion à un autre et d'un transpalette à un autre, ça peut pas être autrement. Alors, il y en avait une qui était vraiment très endommagée au niveau du plastique, c'est celle-là, donc qui est restée pareil, je l'avais pas scotché. Je voulais un petit peu voir aussi comment ça réagissait avec le temps. On avait déjà fait des tests avec de la laine de bois souple, mais pas avec de la laine de bois rigide. Et bien vous voyez, en fait elle a noirci. Mais en soi, la laine de bois n'est pas détruite, elle se tient bien. Là elle est abîmée parce qu'elle a pris des chocs. Alors ce que je ferai certainement, c'est que si j'ai une coupe en hauteur, je viendrai éliminer cette partie-là. Je vais pas, voilà, je vais pas mettre ça, mais dans l'absolu, la bâche était trouée, était percée, elles n'ont pas de mal, quoi. Vous voyez là, c'est un morceau de laine de bois semi-rigide, comme celle qu'on met entre les derniers contre-chevrons, qui a passé plusieurs années au jardin. Je dis bien plusieurs années. Donc voilà, croyez-moi sur parole, j'ai rien à vous vendre, hein. C'est de la laine de bois qui est restée en terre au jardin, que Marlène a déterré en faisant son jardin. On pensait que ça allait pourrir en fait, et que, voilà, que ça allait amender le jardin. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, elle est restée, je pense bonnement 2 ans, si c'est pas 3. Et je vous l'ai mis de côté pour vous montrer un petit peu voilà, ce que ça donnait. Donc n'ayez crainte, c'est un produit extrêmement résilient, c'est pas comme la laine de verre. Ça va pouvoir accepter un dégât des eaux, à condition qu'on puisse évidemment aérer et ventiler, hein. Si on ne peut pas aérer, si on ne peut pas ventiler, ça va pourrir, effectivement. Mais si il y a la possibilité d'aérer, hein, je parle notamment dans une phase de travaux, vous êtes en train de mettre de la laine de bois et d'un seul coup, comme moi en sarking, et d'un seul coup il se met à pleuvoir. En mettant au soleil, ça va sécher sans aucun problème et sans aucun... voilà, hein, la preuve. Alors j'ai eu la question de savoir s'il fallait pas mettre des petites cales entre les voliges au moment de les positionner. Et bien voilà la réponse, c'est que après un peu de soleil sur les voliges, il y a du jour qui se met entre, on voit la lumière passer entre le frein vapeur et la volige. Voilà, donc ça répond à votre question. Non, il n'y a pas besoin de les caler, de mettre des entretemps.
On est on vient de terminer la laine souple et il nous reste plus que le pare-pluie à mettre, donc il nous reste 3 laits de pare-pluie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre le long là, mettre un morceau de latte à tuile pour maintenir et protéger de la pluie, en attendant que je prenne mes cotes, mes mesures de tuiles pour pouvoir faire les sorties de panne à la bonne longueur, à la bonne cote. Donc on voit bien sur la tranche les 30 cm, donc 2 x 12 de laine rigide, et les 60 mm, les 6 cm donc de laine souple, enfin flexible, flex ils appellent ça. Donc on se rend bien compte de la quantité d'isolant qu'on a sur le toit. Ça devrait nous donner un confort d'hiver déjà extraordinaire, et d'été, je l'espère, hors du commun, pour vraiment que l'étage soit plus que supportable en pleine saison estivale. J'ai également tôlé, alors c'est vraiment fait vite fait pour protéger, puisque j'avais commencé à détuiler et couper les chevrons à ce niveau là. Donc j'ai revissé des tôles pour empêcher l'eau de rentrer donc dans cette partie bâtiment, puisque là-dedans je suis venu stocker provisoirement de la botte de paille. Pourquoi de la botte de paille? Eh ben, on verra ça plus tard, mais pour isoler le mur sous rampant, c'est-à-dire cette partie du mur qui est entre la sablière et l'intermédiaire, où sous le rampant on a très peu de place en fait, on va pas aller se coucher, il doit y avoir tout juste 60 cm de hauteur. Donc plutôt que de mettre un placo ou je sais pas quoi, eh ben on va mettre une botte de paille sur la largeur, venir caler sous les chevrons et faire un enduit chaud, chaud sable dessus, et ça sera du plus bel effet et surtout extrêmement bien isolant. Donc on devrait vraiment avoir un étage qui sera déjà original, parce que c'est pas chez tout le monde qu'il y a de la botte de paille, et super confort. Donc voilà un petit peu. Donc on va terminer ça gentiment et on va enfin pouvoir souffler et avoir fini avec les bâches, avec j'enlève des bâches, je remets des bâches, je joue avec le vent, voilà. Ça fait 2 ans, 2 ans qu'on a commencé la toiture, 2 ans qu'on joue avec les tuiles, les bâches, les vieilles tuiles on enlève, on bâche, et je peux vous assurer que c'est épuisant moralement. Là il est temps que ça se termine, quoi. Voilà. Je suis satisfait, mais il est temps que ça se termine. On peut voir ici donc les défauts de construction. Donc c'est le maçon qui a merdé ça. On voit que ça part sur la droite, donc ça c'est mon pignon quand j'ai réglé. C'est l'inconvénient de faire en plusieurs tranches en fait, de ne pas avoir fait la charpente tout d'un coup, de pouvoir ajuster vraiment correctement l'ensemble. Et ben on se retrouve avec des défauts de construction comme ça. Bon ben voilà, ça ira, ça n'empêchera pas de vivre dedans, ça n'a rien de structurel, c'est juste voilà, depuis le haut quelque chose qui est assez inesthétique. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu de la rénovation et du pas droit. On a quelques plis sur le pare-pluie, c'est pareil, voilà, c'est pas évident à tendre correctement quand il y a un peu de vent, on n'est que les deux, et c'est pas notre métier, je vous le rappelle. Donc sur la globalité, je suis vraiment quand même très satisfait du résultat. On peut voir par exemple ici, quand la vis ne rentre pas complètement, donc j'avais arrêté le vissage avant de le terminer complètement. On est seulement rentré 2 cm dans le chevron. Donc là c'est pas gênant puisqu'on sera certainement dans l'isolant du mur pignon. Ça ne devrait pas se voir. Et même en le sachant que j'en ai foiré pas mal, j'ai même bien du mal à retrouver les endroits où il y a des problèmes. Ici par exemple, donc on voit le vissage rentre pratiquement à mi-chevron, mais la vis est venue longer le chevron et on a un trou dans la volige. Alors là c'est pareil, c'est pas grave, on viendra arranger ça. Donc au total j'ai mis 350 vis, puisque les chevrons de rive eux sont repris dans les côtes.